Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de toujours voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui je reçois Ambroise Debray, un nomade digital spécialiste du gros hacking. Dans cette entrevue, tu vas découvrir les 4 façons de devenir un nomade digital et comment Ambroise a réussi à créer et développer une startup totalement en ligne. Nous avons aussi beaucoup parlé de notre passion commune, l'entrepreneuriat. En écoutant ce podcast, tu vas apprendre comment lancer un business avec la méthode Lean Startup, comment être certain d'avoir les bons associés pour ton entreprise et quelle est la question que tu dois absolument te poser pour changer littéralement ta vie. Salut Ambroise, alors merci beaucoup de participer à ce podcast. Salut Joris, merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es et que fais-tu? Ouais, alors je m'appelle Ambroise Debray, j'ai 26 ans. Je suis entrepreneur web nomade et je suis français mais j'habite à Montréal depuis 8 ans. Je suis basé à Montréal, je dirais. Et pour me présenter rapidement, je suis principalement consultant en growth hacking. Donc j'imagine qu'on va parler de ça plus tard. Ouais, c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Au contraire, j'ai aussi une startup dans la course à pied qui est basée au Québec, mais qui a aussi des activités en France. J'organise des événements mensuels de e-commerce à Montréal. Et puis j'aide aussi des gens à travers mon blog et autres plateformes à entreprendre en ligne, booster leur business et devenir nomade, un petit peu comme toi. Ok. Donc parfait. Comment donc t'es français? Comment t'es arrivé à Montréal? Est-ce que c'est pour le plaisir, pour les études, pour le travail? Un peu de tout. En fait, moi, je suis né en Allemagne et j'habitais en Angleterre aussi quand j'étais très jeune. Donc, j'ai toujours eu un petit peu l'envie de bouger. Et puis, donc, quand je suis rentré en France, j'avais 5 ans. Donc, entre 5 ans et 18 ans, j'ai fait le cursus classique français. Donc, école, collège, lycée, etc. Et en fait, quand j'ai regardé mes options après le bac, si je restais en France, ça voulait dire faire une prépa ou quelque chose du genre, où j'allais pas avoir de vie concrètement pendant 2 ans. Et donc j'ai regardé un peu toutes mes options et puis c'est là que j'ai découvert HEC Montréal, l'école de commerce que j'ai faite ici au Canada. Et ça avait vraiment tous les avantages. C'était une super école. Il y avait un double diplôme avec l'EM Lyon qui coûtait 3 000 $ canadiens par an, donc 2 000 €, qui pour une école de commerce c'est quand même moins cher. Et puis bah ça me permettait de vivre à l'étranger. J'ai pu en plus faire un échange en Argentine. Et puis aussi, l'enseignement était beaucoup moins rigoureux et strict qu'en France. Là-bas, c'est vraiment les profs sont très accessibles. Tu peux aller leur parler, prendre un café avec eux. Donc c'est ça. Oui, tu m'as parlé de gross hacking. Est-ce que tu peux traduire en français pour monsieur et madame tout le monde ce que c'est? Alors moi, je sais évidemment ce que c'est. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ok. Que je faisais avant de savoir ce que c'était. Et quand tu travailles en ligne, en fait, tu es quasiment obligé de passer par ces petites techniques-là, ces petits tips-là. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en profondeur, expliquer pour le commun des mortels ce que c'est? Ouais, bon, c'est marrant. Moi aussi, j'en faisais avant de savoir ce que c'était. Je pense que tous les bons growth hackers, c'est un peu leur profil aussi. En fait, c'est un processus d'expérimentation marketing et de croissance accélérée. Donc, en fait, tu testes toujours différentes choses dans tes canaux marketing. Et puis, en fait, ce qui fonctionne, tu l'automatises et tu arrives à scaler avec ça pour obtenir des résultats qui permettent de grossir ta business, mais sur la durée. Et beaucoup de gens pensent à ça comme des petits hacks de marketing. Il y en a, certes, mais c'est surtout des stratégies vraiment que tu vas mettre en place. Et puis au final, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Joris, mais pour moi, c'est aussi un mindset. C'est-à-dire que quand tu commences à vouloir optimiser ton marketing en ligne, tu commences à optimiser aussi les trucs dans ta vie. Et moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, j'ai remarqué que j'ai optimisé mes trajets pour aller à l'école. Tu sais, j'ai regardé différentes routes, j'ai regardé celles qui prenaient le moins de temps. Et puis au final, maintenant, c'est aussi ce dont je parle sur mon blog, c'est d'optimiser un petit peu tous les aspects de sa vie. Comme automatiser tes finances personnelles, faire des checklists pour tes voyages, s'assurer toujours d'être en processus d'expérimentation et d'apprentissage. Ouais, c'est un peu ça. Gross hacking, ça veut dire hacker la croissance en quelque sorte. Et c'est Ouais. vrai que moi, je suis ce qu'on va appeler un paresseux stratégique. C'est-à-dire que voilà, dans toute ma vie, j'ai toujours passé quelques temps avant de faire quelque chose, quelques temps à penser quelle était la meilleure façon et la façon la plus rapide d'arriver à mon objectif.
Et c'est un peu ça, je pense, le gros hacking. Alors, tu vas pouvoir citer, je pense, quelques exemples de gros hacking. Alors, maintenant, on parle vraiment du gros hacking comme une stratégie globale un peu dans le commerce digital, mais ça a commencé avec des petites choses, en fait. On a des petites histoires, par exemple, Hotmail. Tu vas pouvoir nous partager quelques anecdotes, en fait, sur le gros hacking. Ah bah justement, c'est une présentation que je donne souvent ici à Montréal et ailleurs. Donc, les exemples que je cite le plus souvent, tu as par exemple Dropbox, qui était à la base, comme toutes les startups, une petite startup qui n'avait pas d'argent et qui était en Silicon Valley. Et puis, bah, ils ont essayé de voir c'était quoi les moyens pour eux d'attirer le plus d'utilisateurs avec le moins de ressources possible. Et donc là, ils ont testé vraiment beaucoup de choses. Et puis, ils sont arrivés sur un système où on pouvait référer des amis, en fait, pour gagner du stockage gratuit sur son compte. Donc, mettons, je te référais, Joris, et si tu acceptais, moi, je recevais 500 mégas de stockage en ligne et toi aussi. Donc, tu as un incentive, un incitatif en français pour rejoindre le programme. Un exemple aussi qui est connu et peut-être un peu plus moderne, c'est Uber. Uber, je ne sais pas si c'est pareil, c'est le même montant en France, mais ici au Canada, quand tu invites un ami, tu gagnes 20 $ de crédit et ton ami aussi. Et ça, j'ai des amis justement qui ont utilisé ça. Ils ont partagé leur code partout sur Internet à l'époque où ça s'est lancé. Et ils se sont ramassés avec 2 000 – 3 000 $ de crédit Uber comme ça qu'ils ont utilisé pendant des années. Tu as l'exemple de Hotmail que tu as cité où eux, ils ajoutaient juste une ligne en bas des courriels qu'ils envoyaient pour dire, je crois que c'était PS, sent with love from Hotmail. Ouais. Et puis ça t'invitait à rejoindre. Tu as aussi l'exemple connu de Airbnb qui te permettait d'auto-publier tes annonces, ou je crois donc que c'était l'inverse, qui permettait de récupérer les annonces de Craigslist, ouais. qui est un genre en France, c'est comment ça s'appelle? Le Bon Coin, c'est ça. Et de les publier à la fois sur Airbnb et puis dans les deux sens, en fait. Et jusqu'à ce que Craigslist remarque et coupe l'intégration. Ouais, c'est plein de choses qui permettent vraiment d'accélérer ton business. Moi, j'automatise au maximum vraiment tout ce que je fais. Sur Internet, c'est vraiment ce qui permet d'avoir des effets de levier assez importants sur Internet. Par exemple, un petit truc que je fais sur l'e-commerce, par exemple, dès que quelqu'un ajoute un produit au panier, automatiquement, alors c'est pas très RGPD, je sais pas si vous avez le même truc à Montréal. Ouais, on a le même genre. La protection des données, voilà. C'est pas très RGPD, mais en gros, dès que quelqu'un ajoute au panier, automatiquement, je récupère le messenger de la personne. Et si la personne qui a ajouté le produit au panier passe pas la commande, automatiquement, 24 heures après, il va recevoir des messages de rappel sur Messenger lui disant hop, tu as oublié ce produit dans le panier. Et voilà, et tu récupères des paniers abandonnés comme ça. Et c'est un peu intrusif, mais ça fonctionne excellemment bien. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, bah c'est vraiment, tu sais, regarder ton tunnel d'acquisition, toutes les étapes et les sous-étapes, puis essayer de rattraper des gens pour que le plus de monde convertisse au final. C'est ça. Et avec ça, c'est ce que tu fais, c'est quelqu'un qui serait parti et qui serait jamais venu sur ton site, bah, tu le rattrapes dans Messenger et puis ensuite il va pouvoir continuer ou pas son achat. C'est ça exactement. Le business en ligne, il faut vraiment voir ça comme un entonnoir et comment tu réussis à garder le plus de personnes possible dans l'entonnoir pour ressortir au final en tant que client, du prospect de base au client final. Ok, donc ça c'était à partir un peu gros hacking. Alors moi, comment j'avais découvert ce que c'était sur YouTube en suivant des vidéos de Oussama Hamar. Ouais. Tu vas sûrement connaître aussi. Voilà, lui, il a un système un peu de pépinière de start-up en France. Enfin, il appelle pas ça une pépinière, mais c'est un peu ce principe-là de start-up en France, dans lesquels en fait il donne des cours qui sont gratuits, il me semble. Il y a plein de cours. Et quand il y a des gens qui se présentent avec des bonnes start-up, des bons projets, il investit dedans, il récupère une partie de l'entreprise. Et quand ils font des levées de fonds derrière, bah, eux, ils récupèrent une grosse part du gâteau, quoi. Donc, ils ont pas mal de vidéos sur YouTube qui sont assez intéressantes sur les startups, sur les business models un peu originaux et sur le gros hacking notamment. Donc toi, tu es un peu dans l'univers des startups. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Alors, pour toi, c'est quoi une startup et qu'est-ce qui différencie un peu une startup d'une entreprise traditionnelle, on va dire? Alors pour moi, une startup, c'est une jeune entreprise qui cherche son modèle d'affaires. Donc souvent, ça part d'une idée des fondateurs. Donc une idée qu'ils veulent mettre en place, qui pensent qu'il fonctionne dans un marché. Donc il y a aussi toute une partie aussi de sentir s'il y a un besoin dans un marché, tout ce qui est analyse de marché, etc.
Et le but d'une startup, c'est d'arriver avec le moindre ressources possible, que ce soit le temps ou l'argent, à créer justement un business qui est rentable et qui tourne et qui peut scaler. D'accord. Alors ça, Ah, ouais, vas-y, ouais. je te laisse continuer, ouais. C'est du jargon un petit peu de growth hacking et startup, mais il y a startup, c'est vraiment l'étape que je viens de décrire. Puis après, il y a l'étape de scale up qu'on appelle, où là, on a trouvé un modèle qui fonctionne et là, on va vraiment mettre beaucoup d'acquisitions pour vraiment, comme le dit le nom, scaler la startup et l'emmener vers des sommets. Et après, tu as le passage de levée de fonds. Est-ce que pour toi, c'est un passage vraiment obligatoire, la levée de fonds, ou tu as des startups qui fonctionnent sans faire de levée de fonds? Non, il y a des startups qui fonctionnent très bien sans levée de fonds. Par exemple, un exemple que j'ai en tête, c'est Mailchimp, par exemple. Ouais, Compagnie qui est toujours dont les fondateurs sont toujours propriétaires à 100% et d'accord, qui a quand même bien fonctionné. d'accord. Alors c'est sûr que ça prend, c'est plus compliqué et plus long à démarrer. On appelle ça le bootstrapping. Mais après, c'est aussi un bon moyen d'être sûr qu'on construit une business qui a du sens. Parce que si tu Ouais, arrives à construire un produit, à récupérer des revenus de ces produits, de le réinvestir et de faire grossir ta business, c'est un processus très sain. Tout ce qui est levée de fonds, etc., c'est un excellent moyen d'accélérer ta croissance une fois que tu as trouvé quelque chose qui fonctionnait. Je pense qu'on peut tout à fait réussir sans levée de fonds, mais c'est plus long. d'accord. Pour information, Mailchimp, c'est un autorépondeur donc, qui gère la gestion des mails automatiques. D'ailleurs, si tu cliques sur un des liens en dessous pour télécharger mon e-book et que tu reçois un mail, ça viendra de Mailchimp. Et ouais, moi, c'est ce qui me faisait un petit peu peur dans l'univers startup, c'est le fait de. J'ai l'impression qu'il y en a qui cherchent l'idée, qui pitchent leur entreprise, qui sont pas viables sur le papier parce qu'ils sont pas rentables, mais pour faire des levées de fonds et gagner vraiment de l'argent en faisant des levées de fonds, en fait. Pour Mhm. moi, je trouvais que ça, c'était pas viable et tu viens de me prouver le contraire, en fait. C'est pas vraiment le principal intérêt. Et toi, justement, donc, tu as créé, en plus de tout ce que tu nous as expliqué, tu t'as créé en plus une startup, justement, dans l'univers de la course. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Quel est le type de monétisation de ce business et qu'est-ce qui te permet de le gérer en voyageant? Alors, ce qui est marrant, c'est une startup qui a démarré à distance aussi. En fait, c'était en 2015, j'étais en Interrail, je crois que j'étais en Pologne avec un de mes meilleurs amis. Donc, Interrail, c'est un moyen d'acheter un billet de train. On peut voyager dans toute l'Europe pour pas très cher. Et puis, moi, ça faisait quelques années que je traînais dans le milieu d'entrepreneuriat. J'avais déjà travaillé un petit peu en startup. J'avais fait beaucoup d'événements étudiants de startup et d'entrepreneuriat. Et puis là, j'ai remarqué qu'avec mes deux meilleurs amis, en fait, qui étaient en Europe, on voulait tous les trois monter notre propre startup. Et en plus de ça, on était tous les trois complémentaires. Donc moi, j'avais plus le profil marketing, growth hacking, comme tu l'as dit. Antoine, lui, il avait vraiment le profil financier, chiffres, analyse. Et puis Rémi, lui, il avait le profil vraiment beaucoup plus technique, cofondateur, développeur en fait. Et donc de là, on a commencé en fait à. Donc moi, j'étais à Montréal, Antoine était à Paris et Rémi était en Norvège. Et on a commencé à se faire des appels toutes les semaines pour avancer là-dessus. Et donc au début, en fait, on a juste listé toutes les idées qu'on avait de business qui pourraient tenir la route. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est 4 ans après, il y a plusieurs des idées qu'on avait listées dans les 50 qui ont été faites et qui ont très bien fonctionné. Qui sont sortis. Ouais. Ouais. Et donc, bah, tu sais, on a fait le processus classique de validation de business. On a choisi 4 idées qui nous paraissaient les plus pertinentes pour nous et aussi au niveau de ce qu'on pourrait en faire. On a testé avec des sondages et des appels. Et puis ensuite, on a choisi l'idée de Make It Run, en fait, qui est de connecter les courses à pied et les coureurs, qui est en fait le business qu'on a battu aujourd'hui. Et donc, pour expliquer peut-être un petit peu plus ce qu'on fait, nous, on a un site à destination des coureurs, en fait, où les coureurs peuvent connecter leur application de course à pied ou se créer un compte tout simplement. Et dépendamment des informations qu'ils ont indiquées sur ce qu'ils aiment comme course, on leur recommande les meilleures courses à pied avec un algorithme d'intelligence artificielle. Et puis c'est ça. Et donc ça, c'est du côté vraiment des coureurs. Puis on anime une communauté, etc. On avait aussi un club de course qu'on faisait à Montréal. Et puis d'un autre côté, au niveau des courses, bah, on leur fournit une plateforme d'inscription 100% custom et adaptée au marketing web. Donc on peut savoir ce qui se passe, combien de personnes visitent la page de course par jour, combien convertissent, etc. Tous des chiffres qui sont intéressants pour nous en tant que marketeurs.
Et on leur permet surtout aussi d'attirer des coureurs pour s'inscrire à leurs courses. Parce que, en tout cas, au Québec, il y a beaucoup de courses qui se sont créées dans les 5 dernières années. Et c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Donc, on apporte aussi ce côté-là. Et ça, Et ouais. pour répondre à ta question de comment on peut gérer ça à distance, en voyageant, etc. Ben, en fait, tout ce business a été construit en ligne. Donc, certes, on fait des activités en personne comme un club de course, etc. C'est des courses, ça a lieu à un endroit physique, mais on peut vraiment gérer toute la relation avec l'organisateur de course et aussi le coureur à distance. Donc, Ok. on a réussi vraiment, on a vraiment réussi à automatiser tout ce qu'on voulait là-dessus. Mettons, toi, tu t'inscris comme coureur sur le site, tu vas commencer à recevoir des courriels de recommandation de nous. Ensuite, tu peux cliquer et puis t'inscrire à une course, tu vois, sans que nous, on ait à intervenir directement dans ce processus-là. Ok. Le plus difficile quand tu lances ce type de business, c'est que tu cours après, on va dire, deux lièvres à la fois. Tu dois chercher les gens qui font les courses et les coureurs pour vraiment que tout le monde se retrouve en même temps. Est-ce que tu as utilisé, toi, justement, des techniques de gros hacking sur ce site-là? Ouais, ouais, absolument. Parce que c'est vrai qu'on a une marketplace, une place de marché en bon français. Et donc, tu as deux choses à gérer. Tu as l'offre et la demande. Et donc, bon, il y a plein de méthodes d'arriver à grossir le marketplace, même si c'est un des modèles d'affaires les plus compliqués à grossir, je pense. Nous, en fait, on a attaqué les deux de front au début pour avoir un business à petite échelle, mais qui fonctionnait. Et puis après, on s'est plus focus sur les courses à pied. Et quand on parle de growth hacking, je vais peut-être plus parler du côté des coureurs, parce que c'était du B2C, peut-être plus parlant pour tout le monde. Ce qu'on a fait, par exemple, il y a un réseau social de course à pied qui s'appelle Strava, Ouais. c'est course à pied, vélo, natation, etc., qui est très utilisé ici au Québec, en Amérique du Nord. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a commencé à grossir nos profils Strava, en fait, des trois fondateurs. Et donc, on a mis des automatisations en place pour aller suivre des gens, etc. Et puis, on a grossi un groupe Strava, en fait, où on faisait la promotion des courses qui étaient clients de chez nous. D'accord. Et donc, le système de monétisation, toi, tu récupères, j'imagine, des commissions sur chaque personne qui achète des places en ligne. Et Mhm. d'un autre côté, tu peux avoir des courses qui ont besoin de faire venir des participants qui peuvent vous payer aussi pour toucher en fait les gens qui sont inscrits sur votre plateforme, c'est ça? Mhm. C'est ça, exactement. Le côté plus consulting, agence, on l'a fait à une époque, maintenant on le fait plus vraiment. Parce qu'on veut vraiment leur montrer aussi que la communauté elle est automatisée. On a réussi à mettre des choses en place là-dessus. Donc, c'est comme je te disais, dépendamment du profil du coureur de chacun, on peut aller chercher des coureurs qui ont le bon profil. Et puis c'est ça, ça fonctionne bien. Ok, c'est super intéressant. Et juste avant, donc, tu m'as dit quelque chose qui était primordial, je pense, quand tu crées un business. Enfin, tu m'en dis plusieurs, mais je vais essayer de rebondir dessus parce que quelqu'un qui est pas à l'aise forcément avec l'entrepreneuriat, peut-être passer à côté de ce que tu as dit, qui, je pense, est vraiment très intéressant. Quand tu as dit que tu avais des associés qui étaient complémentaires avec toi, alors ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il y en a beaucoup qui se lancent parce qu'ils sont amis avec quelqu'un ou parce que justement ils ont la même vision des choses. Et en fait, non, ce qu'il faut, c'est avoir un objectif commun, ça c'est sûr, mais vraiment être complémentaire, c'est primordial. Est-ce que tu as peut-être des exemples de projets que tu as essayé de lancer, des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné avant parce que justement vous n'étiez pas complémentaires? Ouais, bah c'est sûr que tu sais, être entrepreneur, c'est tout un process qui démarre aussi depuis très longtemps pour moi. Un exemple que j'aurais, c'était j'avais essayé de lancer une plateforme de e-commerce avec un ami à moi, sauf que on avait tous les deux le même profil, on avait fait la même école de commerce. Et c'est un exemple qui est assez récurrent, les gens d'école de commerce qui veulent lancer des business parce qu'ils en entendent parler partout, ils connaissent un petit peu la théorie, etc. Mais au final, tu te retrouves avec 2, 3, 4, 5 mêmes profils de exactement la même personne et donc qui apporte rien de particulier au business, qui a le même point de vue, qui a les mêmes références, les mêmes ressources. Et justement, là, ce qui était très cool, c'est que dans l'équipe, moi, j'avais tout le côté marketing, etc., mais aussi un petit peu technique parce que j'étais chef de produit avant chez Page Jaune et puis Growth Hacker. Et puis, il y avait d'autres profils comme Antoine, lui, il était plus profil finance, mais il a quand même fait un diplôme d'ingénieur en énergie aussi. Et puis Rémi, développeur. Donc, il y a les profils, tu sais, les profils de chacun au niveau des compétences.
mais il y a aussi les profils au niveau de la personnalité et comment tu vas penser. Et par exemple, dans l'équipe, t'en avais un des trois qui était vachement plus impulsif, qui allait dire, OK, les gars, vas-y, on appelle 50 personnes aujourd'hui. Et puis, d'un autre côté, quelqu'un plus, tu sais, qui est plus posé, qui analyse et qui va dire, OK, on appelle 50 personnes, mais on va les prioriser par ça, ça, ça. Et en fait, la combinaison de ces différents profils, à la fois impulsion et puis plus analyser concrètement, bah ça t'apporte une force aussi énorme. Et donc, tu sais, on parle toujours des profils complémentaires par rapport aux compétences, mais il y a aussi toutes les relations interpersonnelles qu'il va y avoir. Et ça, c'est très cool. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir même dans tout simplement un couple. En général, quand tu vois un couple, il y a souvent, ils sont complémentaires, ils ont pas le même caractère. Enfin, et dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la même chose, je pense. Les entrepreneurs, si on s'associe, il faut vraiment penser d'abord à être complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut apporter que l'autre ne peut pas apporter? Donc ça, c'est super important. Exact. Tu m'as aussi parlé un petit peu de ton processus pour valider des idées. C'est un processus qu'on peut appeler de Lean Startup. J'imagine que c'est pas un terme qui est étranger. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce terme? Voilà, il y en a plein qui font, à mon avis, cette erreur quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils ont une idée et ils se lancent à fond dedans, ils mettent tout leur argent et une fois que tout est prêt, ils lancent le produit et ça fonctionne pas, quoi. Et ils ont perdu du temps et de l'argent. Et le procédé de Lean Startup, c'est quelque chose qui t'évite justement de faire ces erreurs-là. Est-ce que tu peux nous parler de ce procédé un petit peu? Oui. Alors, le principal objectif du Lean Startup, c'est d'y aller vraiment étape par étape et être sûr de ne pas brûler d'étapes et de pas passer, mettons, 2-3 ans à développer une app qui, au final, sert à personne. Ça, je l'ai vu et c'est un truc qui te brise le cœur en tant qu'entrepreneur parce que tu sais que la personne a toute son âme dans sa business, tout son argent et puis, au final, ça sert à personne. Donc, vraiment, ouais, réussir à valider un projet de l'idée jusqu'à la monétisation. Et donc, en fait, s'assurer toujours en fait d'être en contact avec son marché cible, des utilisateurs potentiels pour avoir toujours un retour, un feedback sur ce que tu fais et t'assurer que chaque chose va servir à quelqu'un et va pouvoir être vendue ensuite. Donc, dans notre cas, par exemple, si je reviens à Make It Run ou d'autres business que j'ai pu lancer, on part toujours avec quand même une orientation, une idée de ce qu'on voudrait faire, dans quel domaine on veut être, etc. Après, il y a une étape vraiment d'analyse de marché, test, je dirais, où là, tu commences en fait moi, ce que je fais en général, c'est que j'appelle des gens. J'appelle des gens, je vais prendre des cafés avec des gens pour en savoir plus sur leur ressenti, sur le marché, qu'est-ce qui manque, etc. Et puis, à la suite de ça, en fait, tu compiles toutes ces données-là pour arriver à ce qu'on appelle un MVP. En français, ça doit être produit minimum viable. Ouais. En fait, c'est une première version vraiment moche, mais qui fonctionne de ce que tu veux faire. Et donc, cette version-là, tu la lances très, très tôt à ton marché cible. Et puis ensuite, tu l'améliores, etc. Et c'est quelque chose que le fondateur de LinkedIn dit souvent. Si t'es pas embarrassé par ta première version de ton produit, c'est que t'as trop développé ton truc avant de le lancer, en fait. Je pense que ça résume pas mal le mindset. Ça, ouais, le Lean Startup, c'est vraiment de créer quelque chose de minimum et l'améliorer en fait avec les feedbacks pour que ça colle vraiment au plus aux besoins de tes clients. Ça peut être même tout simplement d'avoir une idée de projet, de faire juste une page de capture en disant voilà, le projet va sortir. Si tu veux être informé, inscris-toi et envoyer, faire de la publicité sur Facebook où tu peux toucher des personnes pour vraiment pas cher, envoyer sur ta page de capture et regarder le nombre de personnes qui s'inscrivent. Et là, tu dis, bon, OK, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent. C'est quelque chose qui peut vraiment potentiellement intéresser des personnes. Une fois que tu as ces personnes, bah, tu leur envoies des questionnaires et tu leur poses tu essaies de savoir un peu plus leurs besoins. Et là, tu peux créer un produit par rapport à leurs besoins. C'est vraiment répondre à un problème dans l'autre côté. Au lieu d'essayer de forcer de mettre un produit devant une audience, de vraiment créer une audience et après leur proposer le produit le plus adéquat. C'est ça. Et en fait, si tu regardes un petit peu, le growth hacking, pour moi, c'est la suite de tout ça. C'est du lean marketing, en fait. C'est toujours dans ce processus d'aller chercher de la donnée en faisant des tests et puis améliorer ton truc. C'est une tendance, je sais même plus si c'est une tendance ou si c'est rendu la norme, là, mais tu sais, c'est quelque chose d'assez sain au final parce que tu crées toujours quelque chose qui a de la valeur pour les gens. Tu le sais en cours de route, donc ça te motive aussi. Et puis tu vois que ton business évolue comme ça. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que tu passes pas des années à faire quelque chose qui sert à rien.
si tu fais un test, mettons, si tu appelles 50 personnes pour vendre ton truc et que tu en as 0 qui sont intéressés, bah, il y a plusieurs options. Soit tu vends très mal, soit ton produit intéresse personne, soit d'autres choses. Mais ça te met des bloquants, en fait, au lieu de te permettre de continuer quand tu es tout nouveau et que tu veux lancer ton projet et que tu veux avoir une nouvelle révolution, disrupter de nouveaux marchés. C'est ça. Alors malheureusement, je pense pas que ça soit devenu la norme. J'ai travaillé l'année dernière avec une école de commerce. En fait, j'avais une équipe de 8 stagiaires pour lancer une marque de vêtements. Et ils m'ont refait des études de marché avec des analyses SWOT, les forces, les faiblesses. Et malheureusement, Ouais. c'est ce qu'on apprend encore en école de commerce. Et pour moi, c'était un peu une perte de temps, quoi. Alors que voilà, en une journée, en faisant avec une méthode Lean, en une journée, tu peux avoir des retours de centaines de personnes. T'as pas besoin de faire d'analyse de force, de faiblesse, ce qu'on apprend vraiment en école de commerce, quoi. Donc, on a parlé pas mal startup, growth hacking. On est aussi là pour parler voyage. Oui, c'est vrai. Le thème nomade digital. Alors, je pense que c'est intéressant parce qu'on a parlé vraiment de trucs qui, pour tous les entrepreneurs, même si tu veux être nomade digital, des trucs qui sont vraiment super importants dans le business. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Et côté nomade digital, toi, comment tu t'es intéressé au monde du nomadisme digital? Alors moi, bah, comme je te disais aussi tout à l'heure, j'ai toujours pas mal bougé, voyagé depuis que je suis tout petit. Et en fait, tu sais, je me suis rendu compte quand j'avais 24 ans, je sais pas si c'est une crise des 25 ans ou pas, mais quand j'avais 24 ans, que j'avais toujours fait tout ce qu'on attendait de moi et tout ce que je pouvais faire de mieux. Tu sais, j'avais été faire une bonne école de commerce à l'étranger. J'avais même fait un deuxième diplôme, une maîtrise en master en e-commerce. J'avais eu le super job pour un nouveau diplômé. Tu sais, j'étais chef de produit, growth hacker. Tu sais, j'avais tout ce qu'on aurait pu rêver dans un modèle classique. Mais j'avais toujours, tu sais, eu envie de créer mon propre truc. Je me sentais pas 100% à l'aise dans cette vie-là. Et donc c'est là que j'ai eu un espèce de déblocage. Tu vois, j'avais lu la semaine des 4 heures quelques années avant. J'avais déjà testé des petits business et je me suis dit, ok, genre tu sais, je vois ce truc de nomadisme depuis quelques années, il faut que je le teste. Et donc là, c'est à ce moment-là où en l'espace de 3 semaines, j'ai quitté mon boulot. Euh, j'ai pris un LS1 pour l'Asie. Et c'est ça, je suis parti voir le nomadisme et voir en fait qu'est-ce que c'était concrètement et si ça allait me plaire ou non. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est à Ouais, ce moment-là le moment de déblocage en fait de mon côté. c'est un peu ça, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est un peu le ras-le-bol d'être dans un système un peu prédéfini et se dire qu'il y a d'autres opportunités qu'on peut avoir. Et je pense que la semaine de 4 heures, le livre de Tim Ferriss, c'était un peu une bible pour beaucoup de nomades digitaux. Ouais. Et donc, toi, tu es resté combien de temps en Asie? Je suis resté un peu plus de 4 mois. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu travaillais, tu as commencé à développer tes business? Ouais, bah alors je suis parti, tu sais, quand tu pars après avoir quitté ton boulot, etc. J'ai pris un peu de Vacances? temps off aussi. Et puis ouais, bah j'avais lancé mon blog qui était en anglais à l'époque. Maintenant, je viens de le traduire en français, qui parlait vachement de growth hacking. Donc j'ai continué à bosser sur mon blog quand j'étais là-bas. Le projet de startup Mekitchen était déjà en route aussi. Donc par exemple, j'ai fait la première version du site quand j'étais en Thaïlande. On commençait à valider des choses aussi à distance. Et donc, ouais, j'ai fait ma première expérience nomade. Alors, si je devais faire un petit peu un retour là-dessus, j'essayais d'en faire un peu trop, tu vois. Je sais pas si c'est une erreur classique des nomades débutants, mais je voyageais en fait un peu comme un touriste, un backpacker, mais aussi en travaillant. Et donc, tu sais, je bougeais tous les 2-3 jours, j'allais visiter des choses, je travaillais aussi en parallèle, j'écrivais des articles de blog dans les bus, etc. Et en fait, c'était ultra crevant. Ouais, ouais. Et donc, j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait plutôt faire ce qu'on appelle en anglais le slow travel, tu sais, de rester quelques temps à un endroit parce que ça permettait de se poser, d'être plus productif, mais aussi d'économiser de l'argent parce que tu pouvais prendre un appartement pour plus longtemps. Tu pouvais te faire un petit peu une vie sociale parce que quand t'es nomade seul, je sais pas si t'es déjà parti tout seul longtemps en nomade, mais Tout seul, jamais, non. ouais, tu sais, t'es vraiment tout seul, quoi. Donc, il faut que tu te crées un peu une vie sociale. Donc, tu parles à des gens à des cafés, coworking. Mais si tu restes plus longtemps, bah, tu te fais des amis que tu recroises dans la rue, etc. Notamment, ça m'est arrivé à
à Chiang Mai où je suis resté quelques semaines. Au bout de 2 jours, j'en croisais des gens à qui j'avais parlé dans la rue, tu sais, qui allaient travailler, etc. Donc ça, c'était assez cool. Et donc, sur ton blog, tu expliques un petit peu comment devenir un nomade digital aussi. Tu as créé un groupe Facebook d'ailleurs sur le sujet aussi. Exact. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui est peut-être salarié et qui aimerait justement travailler en voyageant? Quels seraient tes premiers conseils? Alors, première chose principale, c'est qui stresse le plus de monde et qui bloque le plus de monde, c'est la partie concrètement comment je vais gagner de l'argent en ligne en voyageant. Donc, moi, je dirais de se concentrer là-dessus, même avant de tout quitter et partir, etc. Et donc là, tu as 4 options principales. Tu as d'abord ton job actuel, l'emmener sur la route. Donc, essayer de convaincre ton boss que tu vas être aussi productif petit à petit, 1 jour par semaine de chez toi, 2 jours par semaine, etc. Et puis, jusqu'à un moment, arriver à te libérer du côté je dois être au bureau. Ça, Tim Ferriss, il en parle dans son livre aussi. Tu as une deuxième option. J'en parle aussi dans le mien. T'en parles dans le tien, j'en parle dans mon e-book aussi. Je pense que tout le monde en parle. Mais c'est la première option. Tu sais, les gens, ils y pensent même pas à celle-là de pouvoir emmener ton job actuel qui te paye ou où tu as un salaire, etc. Alors que c'est la principale. C'est ça. Ensuite, deuxième option, c'est de trouver un job qui est déjà prêt pour la route, en fait. Donc, tu as des sites de travail à distance. Je connais surtout des sites qui sont en anglais comme Remote OK, Nomad Jobs, etc. Ouais, We Work Remotely aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est sûr que il y en a quelques-uns en France, mais c'est peut-être moins courant. Et troisième option que je mets quand je liste mes différentes étapes là, c'est de faire du freelance, du consulting. Donc en fait, de vendre des services à l'heure ou en package, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi commencer à faire, même si on est employé, même si on a un job. C'est quelques heures par semaine pour tester si on arrive à vendre ses produits, combien on arrive à les vendre, les résultats, etc. Parce que ça, c'est un super tremplin pour quelqu'un qui a une compétence et qui veut la vendre sur la route. Et puis, dernière étape, là, le Graal, c'est d'arriver à créer un business en ligne qui est automatisé ou semi-automatisé. Un petit peu comme ce que tu fais, j'imagine. Ouais. Ouais, moi, c'est plutôt ça. Je fais du e-commerce. Alors, c'est du Amazon FBA. Amazon FBA, en fait, c'est t'achètes tes produits, tu les envoies directement chez Amazon. C'est Amazon qui les stocke et qui les envoie. Donc, toi, tu as juste à t'occuper du sourcing, en quelque sorte, d'aller chercher des produits, de créer de nouveaux produits et de faire le réassort, en fait. Bon, tu as aussi toute la partie SAV derrière. Et sinon, du e-commerce aussi en dropshipping, où là, c'est pareil, tu fais ta boutique en ligne, tu mets tes produits, quand quelqu'un achète, tu passes la commande au fournisseur qui envoie directement au client. Donc, c'est pareil, pas de stock à gérer. Donc, c'est sûr que les marges sont moins importantes que quand tu fais du stock, mais tu es beaucoup plus libre, enfin, tu es complètement libre de travailler d'où tu veux avec ton ordinateur. Oui, absolument. Et donc, pour revenir à ta question, tu disais les principaux conseils pour des gens qui veulent devenir nomades. Déjà, assurer la partie cash dont on vient de parler. Il y a aussi une partie, c'est plus concrètement, qu'est-ce que en tant que personne tu veux avoir comme vie et adapter ton style de vie à toi plutôt que prendre un style de vie, copier-coller un style de vie de gens que tu vois sur Instagram. Comme je te disais, tu vois, par exemple, voyager seul comme nomade, c'est quelque chose à laquelle on pense pas forcément quand on est en train de faire ses valises et de tout quitter. Mais quand tu te retrouves sur la route et que finalement, tu te rends compte que tu n'aimes pas forcément être tout seul, c'est quelque chose à savoir. Est-ce que tu veux aussi voyager toute l'année? Est-ce que tu veux… moi, tu vois, je suis à Montréal la plupart de l'année. Je voyage entre 3 et 6 mois par an pour différentes raisons aussi, de taxes, d'assurance, etc. Et puis aussi parce que je suis en process de devenir canadien, donc il faut que je reste un certain nombre de jours par an à Montréal. Tout ça, et puis aussi s'assurer de mettre en place des bases pour ta vie, que ce soit chez toi ou sur la route. Ça, c'est arriver à automatiser des choses comme moi j'ai parlé d'automatiser tes finances, que tes factures se payent toutes seules. Si tu as des business en Europe ou ailleurs, de pouvoir les gérer aussi à distance. Mettre en place tout cet écosystème-là qui fait que, en fait, que tu sois chez toi ou sur la route, ta vie est plus simple de base. Et ce qui n'est pas forcément évident justement quand tu es avec un minimum sur toi et que tu bouges beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nomades digitaux qui commencent vraiment en bougeant beaucoup et qui finissent avec cette technique un peu de slow travel où tu as un camp de base quelque part pendant peut-être 6 mois dans l'année et tu voyages un petit peu autour à la rigueur, tu prends des petits week-ends, des petites semaines à droite à gauche. Mais il y a beaucoup de… Enfin,
beaucoup moins de personnes, c'est quasiment impossible, à mon avis, pour moi, de vraiment passer une année entière en étant productif et en bougeant beaucoup. Ça me paraît vraiment très compliqué. Ouais, c'est clair. Bah, je pense que tu te brûles juste au bout d'un moment. Tu es tout le Ouais. temps en train de. Enfin, en tout cas, si tu voyages rapidement, tu es tout le temps en train de penser à ton boulot. Où est-ce que tu vas aller à la prochaine destination? Où est-ce que tu vas dormir? Qu'est-ce que tu vas faire? Etc. Puis tous les problèmes de décalage horaire, etc. aussi, tu vois, dépendamment de ce que tu fais. J'aimerais bien aussi que tu me parles de la ville de Montréal. Avec Et plaisir. je connais pas du tout. Qu'est-ce qui te plaît là-bas et pourquoi justement tu as envie d'y rester? Qu'est-ce que tu trouves de plus par rapport à la France? Est-ce que c'est le climat, les belles plages ensoleillées ou, ou peut-être des gens qui sont un peu plus ouverts, un mode de vie? Qu'est-ce qui te plaît là-bas? Ouais, bah alors c'est pas les plages de neige, hein, je te rassure. Justement, il y a beaucoup de gens qui habitent au Canada qui veulent devenir nomades pour fuir l'hiver. C'est un phénomène qu'on a pas mal ici. Bah, écoute, Montréal, je te conseille vraiment de venir essayer de voir ce que c'est parce que c'est assez marrant d'avoir un endroit qui parle français aussi loin que ça de la France ou de l'Afrique, etc. Tu sais, une partie francophone au milieu de l'Amérique du Nord, tu sais, qui est hyper américaine, hyper anglophone. Et Montréal, c'est vraiment un mélange de francophones, d'anglophones, de France, d'Europe et d'Amérique. Et c'est vraiment une ville qui a une âme. Tu sais, par exemple, tu as un vieux Montréal où tu as des vieux bâtiments, etc. Et par rapport à d'autres grosses villes américaines où c'est juste building, là, comme des Chicago, Toronto, New York, etc. Quoique New York a quand même une âme aussi. Bah, tu sais, tu te sens vite à la maison, puis le choc culturel est aussi moins fort. Donc c'est ça. Et puis les gens sont super sympas, accueillants, ouverts. Tu sais, c'est assez cool. Et aussi quelque chose qui est peut-être un peu bizarre, mais c'est que étant donné que si je suis réaliste, 6 mois d'hiver par an, en gros, et ben quand c'est l'été ici, c'est genre le premier jour où il commence à faire beau, c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. C'est tout le monde commence à sortir, aller dans des parcs, faire des barbecues, s'inviter, etc. Même dans les ruelles que tu as ici. Et juste, les gens, ils ont tellement été enfermés et gelés tout l'hiver que quand il y a le soleil qui arrive, qui fait commencer à faire un petit peu chaud, la ville, elle est en effervescence. Et ça, si tu comptais venir, si tu peux venir à partir de juin, juillet, c'est malade. Puis tu as aussi plein de festivals. Tu as le festival de jazz qui est super connu, festival de blues, tu as Juste pour rire. Ouais. L'été, c'est vraiment la folie, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que je reste ici. Et puis, bah, tu sais, j'essaie de partir quand je peux l'hiver. Ouais. L'Asie, j'étais parti en hiver. Là, tu vois, bon, je suis rentré en Europe et j'étais au Maroc aussi à Noël. Là, je pars jeudi pour Cuba. Après, je vais aller au Mexique en avril. Donc, tu vois, tu essaies de faire un petit peu ta vie, un petit peu pour avoir le moins possible d'hiver et puis être là l'été, quoi. Et Ouais, puis, c'est ça. comme j'ai mentionné, tu sais, moi, ça fait 8 ans que je suis ici. Donc, cet automne, je vais pouvoir demander ma citoyenneté canadienne. Donc ça, c'est un truc aussi tu sais, que c'est un de mes rêves que j'ai depuis longtemps d'avoir la citoyenneté canadienne. Et puis, ça me donne aussi plus de choix en termes de base d'où je peux être. Tu vois, je suis français, donc je peux être basé en France ou en Europe sans trop de problème. Après, je pourrais être basé, enfin, je suis déjà basé ici sans trop de problème, je pourrais le rester. Et puis, vu que c'est un pays aussi d'une ancienne colonie anglaise, bah, tu as aussi des accords de visa assez cool entre les autres pays comme ça, comme les États-Unis, l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. D'accord. Donc ça, c'est un avantage. Puis même quand tu voyages, tu peux économiser aussi des frais de visa, etc., dépendamment du passeport que tu sors. Et le coût de la vie à Montréal, ça donne quoi comparé à une ville française? Eh ben, écoute, je te dirais que c'est quand même, dépendamment de comment tu vis, là, ça peut être quand même pas mal moins cher. Alors, il y a des choses qui sont plus chères, des choses qui sont moins chères. Mais si tu prends le coût de la vie, tu sais, classique, moi, je considère que c'est quand même moins cher que partout ailleurs. Et justement, enfin, que partout ailleurs, que vivre en France, etc. Et justement, pour la startup, étant donné que moi, j'étais ici, Antoine était en France et Rémi était en Norvège, on avait regardé différents endroits pour aller créer notre startup. Et donc, on avait analysé Paris parce qu'il y a un bel écosystème. Et puis, en étant français, c'était plus facile, on a plus de réseaux. On avait regardé aussi Berlin parce que c'est une ville où ça bouge niveau startup. On parle tous les trois allemand. Et puis, le coût de la vie peut être pas trop cher. Mais au final, on a choisi Montréal parce que c'est un super équilibre tu sais, de niveau de vie entre le coût de la vie et puis ce que tu peux en faire. Et moi, j'ai même une amie là, qui a mon âge, 26 ans, qui habitait à New York. Elle avait un salaire, elle était payée, je crois, 125 000 US par an, plus bonus, un Ouais. truc de fou.
Et là, tu vois, elle a étudié à Montréal avec nous et elle revient habiter à Montréal pour un salaire moindre parce que justement, c'est une qualité de vie qui est incroyable. Et elle va mieux vivre avec son salaire qui est moindre ici, à Montréal, plutôt qu'à New York avec un salaire peut-être, je sais pas, une fois et demie plus élevé, quoi. Ouais, à New York, c'est un peu exceptionnel. C'est vraiment même quand tu fais tes courses, ça coûte des fortunes. Ouais, même si tu es cardiologue à New York, tu vis pas comme un roi, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un de mes mentors pour qui j'avais travaillé dans la première startup où j'ai travaillé, en fait. Lui, ils sont deux CEO qui sont mariés, qui ont des startups qui fonctionnent et ils peuvent pas encore se payer d'appart, tu vois. Ils ont 30 ans et quelques. Ils peuvent même pas mettre de mise de fonds, etc. parce que ça coûte trop cher et enfin, c'est un monde un peu fou, tu vois. Ouais. Et tu me parles de mentors, justement. Est-ce que tu te formes encore régulièrement auprès de mentors ou d'autres types de formations? Comment tu te formes aujourd'hui? Alors, bah, je me suis remis à lire beaucoup. Donc, bah, moi, comme je te disais, mon blog et tout ça, c'était en anglais. Donc, je suis en anglais, je suis assez à l'aise aussi. Donc, je lis beaucoup de choses en anglais, de blogs, et j'ai mis en place des relations de mentorat qui sont pas officielles comme certains, mais plutôt officieuses. Donc, avec différentes personnes à qui je peux poser des questions sur différents domaines quand je veux. Donc j'en ai qui sont plus spécialisés en vente, d'autres en growth hacking. Par exemple, je suis dans le groupe de coaching de quelqu'un qui s'appelle Vin Clancy, qui est un growth hacker qui est assez connu, qui est anglais, mais qui est basé à LA maintenant, qui a créé le groupe Facebook Traffic and Copy. Des mecs qui sont genre juste incroyables, quoi. Et puis aussi, quelque chose que j'ai mis en place, c'est que j'organise tous les mois, en fait, le meet-up Montréal e-commerce. Donc là, on a fait la 56e édition la semaine dernière. Et en fait, dans ces événements, j'invite deux conférenciers à parler d'un sujet. Alors, c'est e-commerce, mais c'est aussi tout ce qui est marketing digital, logistique des e-commerce, etc. Donc, j'invite deux personnes comme ça à parler de leur sujet. Donc, ces speakers, ils viennent ici localement de Montréal, mais aussi de Toronto, etc., Vancouver. Mais j'arrive aussi à en faire venir d'ailleurs un petit peu dans le monde. Donc, des fois, des speakers d'Europe, des speakers de Californie, de New York. Et donc, en fait, c'est un moyen que j'ai trouvé pour attirer des gens, vers Montréal. Et puis aussi, bah, moi, c'est moi qui anime la conférence, c'est moi qui anime le panel. Donc, ça permet de leur poser mes propres questions aussi devant une audience. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais organiser des événements toi-même, oui, ça prend du temps, mais tu gagnes de plus en plus de temps aussi. C'est assez cool parce que ça grossit vachement ta marque personnelle et puis ça te met en relation avec des gens super cool, tu sais. Des fois, j'ai invité des gens, je me disais jamais c'est possible que lui il vienne, tu sais, c'est un de mes idoles. Comme par exemple, il y a l'ancien CRO de HubSpot, qui est une entreprise de inbound marketing qui s'appelle Marc Roberge. Le gars, c'est un best-seller avec son bouquin de vente qui s'appelle The Sales Acceleration Formula. Le mec, il est prof à Harvard et il vient parler à ta conférence gratuitement à Montréal, tu vois. Donc des trucs comme ça qui sont assez fous. Puis c'est aussi, tu sais, c'est aussi entrepreneuriat, c'est essayer d'aller atteindre des choses que tu sais que peut-être que ça marchera pas, mais au moins tu auras essayé. Ouais, c'est vraiment intéressant ce système de conférence un peu, parce que c'est vrai que toi, ça développe ton autorité en fait dans le domaine. Le fait de te voir à côté de ces personnes-là, ça développe ton autorité. Tu apprends beaucoup de choses, tu rentres en contact, ça étend ton réseau. Ouais. C'est vraiment super intéressant. Puis tu sais, c'est aussi un terrain de jeu pour tester des choses. Montréal, ça s'appelle Montréal plus e-commerce, c'est un organisme un peu plus lucratif. Mais et puis on est une team de bénévoles qui sont tous un peu des profils growth hackers aussi, donc on teste différentes choses et puis tu sais, c'est assez sympa. Puis une fois que tu as organisé des événements avec un concept et puis que ça roule, bah, tu peux en organiser d'autres aussi dans d'autres domaines qui vont très bien, tu vois. J'avais fait par exemple une conférence Nomade Digital à Montréal en décembre et tu sais, ça a roulé bien. J'ai eu plein de compliments sur l'organisation. Ça a même changé la vie de pas mal de monde apparemment qui ont vraiment décidé de devenir nomades à ce moment-là. Donc ouais, tu sais, quand tu es en ligne, etc., on pense toujours automatisation, etc., mais au final, le côté humain et aussi en présentiel, c'est super important. Ouais. On y revient toujours de toute façon, même si on essaie d'automatiser au maximum, il n'y a rien de mieux que de parler même à ses clients, les avoir au téléphone, essayer vraiment de comprendre leurs besoins et surtout d'avoir du feedback derrière sur ce qu'on leur a apporté
Et c'est ce qui nous valorise aussi beaucoup. Ouais. C'est super intéressant. Tu n'as que 26 ans. Est-ce que Ouais. tu t'es pas, je parlais ça avec mon précédent podcast, c'était avec Raphaël Carteni aussi, qui a 26 ans et qui a beaucoup de réussite dans ses business. Est-ce que toi, tu t'es pas jamais posé une limite avec ton âge en disant, ouais, je suis trop jeune pour faire quelque chose, je vais rester salarié, avoir un peu d'expérience et me lancer? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent cette limite de l'âge. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné ou pas, toi, ton âge? Pas vraiment. Après, c'est sûr que j'ai eu des résistances, des fois, de mon entourage, etc., qui comprennent pas forcément tout ça, de vouloir partir des business sur business, etc., de pas avoir un job stable qui te paye, etc. Mon père, lui, pour te dire, il est ingénieur et il a toujours bossé dans la même boîte. Ouais. Bon, il a bien réussi dans ce qu'il faisait, il a beaucoup bougé. Les parents, ils habitent à Prague en ce moment, par exemple, tu vois, ils sont encore en mouvement. Mais non, l'âge, ça m'a pas forcément gêné. Alors, c'est sûr qu'après, tu sais, quand j'étais plus jeune et que je faisais des événements, etc., tu sens que tu as des choses à prouver, donc tu vas plus mettons, t'habiller en costume pour impressionner, etc., pour paraître crédible. Mais au final, tu le vois, il y a des entrepreneurs qui sont ados, par exemple aux US, qui font des business incroyables. Ouais. Et ils gèrent tout par téléphone pour pas qu'on sache qu'ils sont plus jeunes, tu vois. Et je pense que c'est une fausse barrière. Mais il y a aussi la question de l'expérience et de savoir ce que tu fais, ça c'est sûr. Mais non, ça m'a pas forcément bloqué dans ce que je faisais. Ok. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui… Ouais, moi, c'est quelque chose qui m'avait un peu bloqué. Enfin, j'étais vraiment dans le business physique avant. J'avais fait une école pour gérer une entreprise vraiment physique. Moi, c'était dans Ok, la construction de maisons d'ossature bois. Donc, on a pas mal, je pense, ok, au Canada et ouais, ouais, au Québec, aux États-Unis. Et pas beaucoup en France. Moi, c'était vraiment dans ce domaine-là. Et mon but, c'était de reprendre l'entreprise du patron ou de créer mon entreprise, mais pour construire des maisons. Si tu arrives, tu as 24 ans, que tu essaies de vendre des maisons, des trucs à 300, 500 000 euros à des clients, je me voyais pas le faire, tu vois. Même si j'avais déjà, ouais, allez, peut-être à 25 ans, j'avais déjà toutes les compétences qu'il fallait pour le faire. Peut-être pas forcément récent, mais j'avais sur le papier les compétences pour le faire. Je me voyais pas le faire. Je me suis dit, bon, je vais rester 10 ans encore à prendre la maturité, l'expérience, en me lancer. Mais au final, c'était des fausses croyances que j'avais, quoi. ouais. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que justement, le fait de créer un business en ligne, ça enlève pas mal de bloquants aussi comme ça que tu pourrais avoir. Ouais. Parce que, faire confiance à un gars de 25 ans pour acheter une maison à 300 000 400 000 euros ou plus, c'est une chose, mais faire confiance à quelqu'un qui, peu importe son âge, arrive à t'apporter de la valeur et des bons conseils, etc. en ligne, bah, tu sais, il t'a déjà apporté de la valeur, donc il t'a prouvé ce qu'il te vendait aussi. Ouais. Ouais, moi, j'ai l'exemple d'un jeune e-commerçant que j'ai rencontré. C'était quasiment un gamin adorable. Il avait tout juste 18 ans et il avait fait des millions d'euros en e-commerce. Ah ouais. Il disait, je vais m'acheter une Lamborghini et il n'avait pas encore son permis de conduire, tu vois. C'était et ces gamins-là, ils t'apprennent la vie au final. Enfin, Ouais. ils n'ont pas eu de blocage que moi j'ai pu avoir dans une éducation, dans un travail salarié. Mhm. Je me fixais moi-même des barrières. En fait, lui, il n'a pas eu ces barrières. Il est parti, il a cartonné, il a fonctionné. Et c'est quand tu vois des gamins comme ça qui réussissent, tu dis bon bah voilà. En fait, j'aurais pas dû attendre aussi longtemps. Donc il faut pas attendre, il faut se lancer dès que tu as l'envie et y aller et tester quoi. Ouais, c'est clair. Puis aussi, tu sais, je sais pas en fait si c'est parce qu'on a suivi des études, etc., que ça nous met dans une espèce de carcan qu'il faut faire ça, etc. Puis la société aussi, la vue de tout le monde par rapport à ce que tu fais. Mais au final, tu vois que ces jeunes-là, ils ont aucune barrière, tu vois. Mm. Ils y vont, ils foncent, c'est tout. Ouais. C'est quelque chose que je parle pas mal. J'ai fait quelques articles dessus là sur mon Instagram, sur la Ouais. zone de confort, le fait que ouais, tu as une zone de confort où tu es bien dedans, mais tout ce qui est exceptionnel, enfin, si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu veux avoir des résultats différents, il faut faire des Mhm. choses différentes et sortir de ta zone de confort. Toi, comment tu arrives justement à gérer, de faire de plus en plus de choses, de créer des entreprises, de créer des événements en invitant des personnes très importantes? Comment tu te défies toi-même, en fait, justement, faire ces choses-là? Moi, j'ai une idée des choses qu'il faut que je fasse pour arriver là où je veux aller. Et je sais que ça va être difficile, tu vois, il y a de l'inconfort, c'est sûr. Tu sais, peu importe si c'est parler devant 200 personnes, si c'est essayer de vendre ton produit à quelqu'un que tu connais pas au téléphone et tout ça. Je pense que c'est plus t'en fais en fait, plus ça devient naturel et moins t'as de blocage. Et en fait, c'est aussi se mettre dans un mindset de toujours te tester et te dépasser. Des fois, tu vas pas assez loin, des fois, tu vas trop loin, etc. Mais au moins, tu apprends à être, entre guillemets, confortable avec l'inconfortable. Et donc, ça te pousse toujours à repousser tes limites, tu vois.
Et puis, c'est aussi en faisant quelque chose qu'on devient de plus en plus confortable avec, tu vois. Montréal e-commerce, c'est l'événement. Quand j'ai commencé ça, tu sais, monter sur le stage devant 100, tu sais, à l'époque, on était peut-être 100 et quelques, parler en anglais, etc., d'un sujet de e-commerce, poser des questions à des mecs super connus, c'est super stressant. Mais en fait, si tu relativises, tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver, tu vois. Tu poses une mauvaise question, ils rigolent, bah ok, ça change rien pour toi. Mais toi, du coup, tu as avancé avec ça, puis tu t'enlèves des blocages aussi. Et je pense que c'est important de toujours, tu sais, se challenger, même si c'est des petits trucs nouveaux tous les jours, tu vois. Ça peut être, justement, on revient encore à Tim Ferriss, mais tu vois, dans ces chapitres du livre, il y a des petits défis comme ça, aller t'allonger dans un café. Et ça, moi, je l'avais fait à l'époque, c'est pour tester. Et je l'avais fait faire aussi à une amie quand on était en road trip en Californie, parce qu'elle était super timide, etc. Elle n'osait pas parler, tu vois, en anglais aux gens. Et donc, elle s'est allongée dans un Starbucks à Hollywood. C'est genre un Starbucks hyper bondé. Et tu sais, après, elle me redemandait des défis comme ça. Donc, je pense que c'est un truc assez addictif aussi quand tu vois que tu peux t'améliorer petit à petit en allant plus loin, et bah tu le fais, quoi. Et voyager, c'est aussi un super moyen de faire ça. Tu sais, voyager, que ce soit à plusieurs ou tout seul, tu vois, t'apprends à te comporter différemment, à faire confiance aux gens ou pas, tu sais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait de se poser cette question, quelle est la pire chose qui me puisse arriver? Ça, c'est quelque chose que, au début, ça peut vraiment changer ta vie. Juste de se poser cette question-là, ça peut complètement changer ta vie. Et moi, je sais Ouais. que quand j'étais jeune, j'étais plutôt à rester le timide dans son coin, à pas aller vers les autres. Et jusqu'à longtemps, je suis resté comme ça, même encore au début de mon salariat, j'avais horreur du téléphone. Parler à des gens, des inconnus, c'était horrible pour moi. Ouais. Et maintenant, ouais, je me mets des défis, même des choses qui paraissent complètement débiles, mais juste pour voir le regard des autres dans la rue, tu fais des choses, de se faire remarquer, et tu vois qu'au final, bah, les gens, tu les croises, 5 minutes après, ils penseront même plus à toi. Et Ouais. c'est pareil, voilà, si tu te poses cette question, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver quand tu montes sur scène devant 200 personnes? Bon, bah, tu perds ton pantalon, tu te retrouves le cul à l'air, bon, c'est rigolo. Mais voilà, tu vas pas blesser quelqu'un, tu risques pas ta vie, tu risques pas la vie d'autres personnes, donc faut y aller, quoi. Ouais. Et puis, un truc, on a parlé tout à l'heure de l'entrepreneur qui se lance trop vite, tu vois, à faire plein de trucs, etc. Mais tu as aussi l'entrepreneur qui veut démarrer un business, mais qui va rester tellement genre dans sa zone de confort, etc., au final, il va faire 12 000 plans de ce qu'il va faire dans 3 ans, etc., mais il va pas avancer, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a un équilibre entre les deux, tu vois, à trouver. Ou alors s'associer avec une personne qui a un profil différent, tu vois, mais tu as les deux. Tu as celui qui va lancer à fond et celui qui va pas du tout se lancer, qui va jamais se lancer, en fait. Tellement le truc aura pris d'ampleur et qu'il n'aura pas pris de feedback des clients. Non, ça c'est vrai, les personnes qui ont peur de pas savoir quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'avais eu quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, tout ça. Je faisais partie d'un mastermind, je fais toujours partie de ce mastermind. Mon début, on était 4 personnes. Et le premier rendez-vous de ce mastermind, il y a une des personnes qui était là, il savait tout sur tout. Le mec, il en savait 10 fois plus que moi, il savait beaucoup de choses, il avait déjà son plan dans sa tête, il me disait, ouais, mon business, je vais faire ça sera ça comme ça, il savait tout. Et ça fait 4 ans, la première fois que je l'ai vu, et il est toujours au même niveau, quoi. Il a rien fait. Il a strictement rien fait parce que Ah ouais. Ouais. il a la peur de passer à l'action. Je sais pas si c'est la peur d'échouer ou ce qui l'intéresse, c'est d'apprendre et c'est pas de passer à l'action. Je sais pas, mais voilà, il a fait trop de plans et il a jamais rien fait. Il y en a plein qui sont comme ça, malheureusement. Si tu passes pas à l'action, il se passera jamais rien de toute façon. Donc, je Ouais. pense que c'est aussi quelque chose à retenir. Il faut passer à l'action si tu veux avoir des résultats. C'est pas en restant chez toi devant ta télé qu'il va se passer des choses dans ta vie, quoi. Ouais. Et puis il y a aussi, tu sais, moi je vois aussi quand tu commences à créer différents projets et que les gens ils te voient que tu es actif sur les réseaux sociaux, que tu fais des trucs, que tu envoies des emails, que tu parles à des événements, etc. Ben, plus tu te mets de l'avant, plus tu fais de choses, plus on te propose de choses aussi, plus tu peux devenir sélectif, et que ce soit peu importe dans ce que c'est, même si c'est du consulting ou du freelance. Tu sais, si t'arrives à avoir de plus en plus de personnes qui viennent te voir pour te donner des contrats, etc., que ton image, ta valeur perçue, elle augmente, que ta marque personnelle elle augmente aussi, bah, tu peux augmenter ton taux horaire. Donc, possiblement aussi faire moins d'heures de consulting. Donc, ça a plein d'avantages aussi. Et puis, moi, je parle pas mal de marque personnelle dans mes blogs, etc. Parce que c'est quelque chose d'hyper puissant, quoi. Ouais, le personal branding, ouais.
C'est quelque chose. Alors en France, nous sur Insta, on a Franck Maes qui en parle beaucoup, qui est aussi dans mon mastermind. Je sais pas si tu connais Franck Maes, il a Oh, le nom me dit quelque chose, ouais. un compte Instagram, il est pas mal sur YouTube aussi. Et lui, c'est vraiment le personal branding. C'est ce qui fait que les gens, ils t'aiment ou t'aiment pas, mais quand ils t'aiment, ils t'adorent et ils te suivent dans tous tes projets. C'est ça. Ça fait déjà une petite heure qu'on parle. C'était vraiment super intéressant. Ouais, super cool. Je vais te laisser là. Ça va bientôt être l'heure de manger pour toi. Et c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne si on a envie d'en savoir un peu plus sur toi? Alors, tu as parlé de mon groupe Facebook que je viens de lancer qui s'appelle Nomade Digital Francophone, le devenir et le rester. C'est celui avec des emojis de planète et ordinateur portable. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous, mais Ouais, c'est ça. Et puis après, plus ou moins partout avec Ambroise Debré. Donc, j'ai ambroisedebré.com sur @Ambroise Debré sur Facebook, Insta, Twitter, Pinterest. Donc, ça s'écrit. Je sais que j'ai un prénom un peu spécial. C'est écrit Ambroise. Et mon nom de famille, c'est Debré, Debret. ok, on a toutes les infos pour te retrouver. Alors, merci vraiment beaucoup. Et puis, Merci, Joris. peut-être à très bientôt dans un de tes événements à Montréal en été. J'ai bien pris note. Ça marche, je t'attends. Un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Tu retrouveras dans la description tous les liens que nous avons abordés dans la discussion. Et n'hésite pas à interagir avec le podcast, à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, à mettre 5 étoiles selon la plateforme où tu l'as écouté. Ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast au plus grand nombre. Et n'hésite pas à t'abonner vraiment si tu veux écouter à nouveau les prochains podcasts où j'interviewerai des nomades digitaux, aussi des grands voyageurs. Pour ma part, tu peux me retrouver sur Instagram principalement à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneurnomade.com. Tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit Libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital. À très vite.